Alors, bonjour à toutes et à tous, et surtout bienvenue à ce tout premier Home of Governance Talk de 2022, qui en comptera 7 au total. Alors, chaque talk sera animé par un centre d'expertise différent qui apportera l'éclairage d'une ou d'un invité sur le thème central de Guberna en 2022, à savoir Governance in Transition, représenté par notre beau logo CAP 2030, que je n'ai pas malheureusement pu mettre sur l'écran, mais qui est, que vous pouvez tous retrouver forcément sur le site web de Guberna. Alors, comme vous le savez, 2030, c'est non seulement l'échéance fixée par les Nations Unies pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, les fameux SDGs, c'est aussi le seuil qui a été fixé par l'Europe pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Alors, 2030, c'est demain. Autrement dit, il y a urgence, et même si la transition vers un avenir plus durable est infiniment complexe, c'est sûr, il faut passer à l'action et dès maintenant. Et donc, ce n'est pas un hasard que nous avons invité Grégoire de Pierrepont, cofondateur et CEO de la société Enerdil, à ce premier talk organisé par le Centre PME. Donc, merci beaucoup, Grégoire, d'avoir accepté notre invitation. Et nous évoquerons ensemble 3 sujets, à savoir la raison d'être de l'entreprise, les enjeux climatiques et enfin la gouvernance qui, elle aussi, doit s'adapter. Alors, les participants, vous êtes tous mis sur mute, mais surtout, n'hésitez pas à interagir en posant toutes vos questions via la fonction Q&A. Et nous avons prévu une quinzaine de minutes après le débat pour les aborder. Voilà. Grégoire, dont je suis ravie que vous soyez parmi nous, vous êtes ingénieur civil, diplômé de l'UCL, et vous avez également obtenu un MBA à la Vlerick Business School. Après une carrière au sein de groupes internationaux comme Fabricom, filiale d'Engie, Thales et IBM Global Services, vous décidez de créer en 2010 la société Enerdil avec un autre associé. Alors, avant de vous donner la parole pour nous expliquer les raisons de ce choix entrepreneurial et les principales activités d'Enerdil, je propose de visionner ensemble une courte capsule vidéo que notre collègue Lennart va lancer maintenant. Libérez le potentiel solaire de votre entreprise. Croissance, environnement, autonomie, rentabilité. Nous fournissons des centrales solaires industrielles avec des solutions clés en main. Nous développons, nous exploitons, nous finançons. De l'ingénierie à l'exploitation. De la maintenance à l'optimisation. Du financement à la rentabilité. Enerdil prend en charge l'intégralité de votre projet d'énergie solaire. Des solutions connectées au réseau ou hybrides solaire-diesel pour alimenter des villes ou des régions isolées, pour des clients industriels, des groupes immobiliers ou la grande distribution en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Dès le premier jour, nous générons des économies à long terme et une valeur ajoutée réelle, économique, écologique et sociétale. Enerdil, Smart Energy, Today. Alors Grégoire, qu'est-ce qui vous a motivé de sortir de votre zone de confort et de créer Enerdil? Je pense que nous sommes dans une période de basculement, une période de changement de modèle qui apparaît de plus en plus clairement à tout le monde avec des crises qui succèdent, avec une accélération du changement. On en voit les manifestations pour l'instant, en particulier au niveau de l'énergie. C'est le prix de l'énergie qui augmente, l'urgence climatique dont tu parlais il y a 2 minutes, on en reparlait encore
Tout récemment, la probabilité de 50% maintenant que d'ici moins de 5 ans, on ait une augmentation de plus 1,5 degré, qui est déjà une valeur qui va avoir un impact fort, donc cette urgence climatique. L'autre défi, c'est l'immobility. On voit que pour les entreprises, il y a ce passage aux voitures électriques qui va devoir se faire de manière extrêmement rapidement d'ici 2026. Et puis, la dernière tendance forte qui est apparue avec la crise de l'Ukraine, c'est cette notion d'indépendance énergétique. On voit que le fait de vouloir se reposer sur du gaz ou sur d'autres types d'énergie ne fonctionne pas. C'est vraiment, il faut devenir à terme, il faut devenir indépendant. Et donc, Enerdeal veut jouer un rôle actif là-dedans et c'est ce qui nous a motivés, les 3 associés qui avons lancé et qui sont toujours actifs dans Enerdeal aujourd'hui, c'est de jouer un rôle actif dans cette transition avec des solutions concrètes, pragmatiques de centrales de production solaire qui permettent à nos clients de gérer cette transition et notre ambition, c'est de transformer ces défis en opportunités. Et donc, notre rôle là-dedans, c'est de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, comme le film l'illustre très bien, en apportant Solar Energy as a Service, en déchargeant nos clients de l'ensemble des préoccupations, des activités liées à l'obtention, à la génération d'énergie solaire. Et donc, ça couvre toute la chaîne de valeur, depuis l'étude de faisabilité, l'engineering, l'achat des matériaux, la construction de la centrale, la maintenance et son financement pour les clients qui le désirent, environ 50% de nos clients. Donc voilà, solutions clés en main qui permettent de répondre à ces différents défis qu'on rencontre aujourd'hui. Merci Grégoire, et cela me permet de faire la transition vers le premier sujet, la raison d'être, car c'est une évidence, la situation actuelle, environnementale, sociétale, nous oblige à revoir fondamentalement notre modèle économique qui n'est plus tenable et à redéfinir la raison d'être de l'entreprise qui dépasse les intérêts des seuls actionnaires, aussi légitimes qu'ils soient. Et donc, je voudrais partager cette raison d'être d'Enerdeal telle qu'elle est publiée sur son site internet et je vais lire donc ce qui est publié. Nous voulons renforcer les entreprises en leur donnant les moyens de générer des économies substantielles, d'assurer leur autonomie énergétique et contribuer ainsi à un monde meilleur. En étroite collaboration avec nos clients, nous voulons atteindre des résultats qui s'inscrivent dans la pérennité et créer de la valeur sociale pour les communautés. Nous voulons contribuer à un avenir durable en créant les effets de levier propres à l'innovation et l'entrepreneuriat, tant au niveau local qu'international. Alors Grégoire, comment est-ce que Enerdeal a intégré cette raison d'être dans les valeurs et les valeurs qui en découlent, dans ses objectifs stratégiques à court et à long terme, ainsi que dans sa culture d'entreprise? Oui, c'est vraiment important. Cette question de valeur, c'est ce qui nous distingue finalement. C'est ce qui fait qu'un employé aura plus envie de travailler chez nous et sera plus performant chez nous qu'ailleurs. C'est ce qui nous donne l'envie aussi de faire ce qu'on fait chaque jour. Donc, ce sont vraiment des valeurs importantes. Alors, on se trouve dans un contexte où il y a cette notion d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la première valeur. C'est le fait de participer aux grands défis de notre époque. C'est très gai, quelque part, d'être au cœur du changement. Et donc, de pouvoir contribuer de manière positive aux grands changements qui ont lieu pour l'instant. Alors, la durabilité, elle est au cœur de notre métier. Ce que nous réalisons a un impact, toujours à une échelle modeste, mais malgré tout, a un impact positif sur ce qui se passe, sur ce qui doit être réalisé. Comme autre valeur, il y a l'intégrité. Ça, c'est une notion qui est plus une notion long terme, qui correspond plus, je pense, aux valeurs des fondateurs, de dire, on fait le business de manière correcte, on est honnête avec les gens, même si de temps en temps, à court terme, ça nous dessert. On est convaincu qu'à long terme, c'est une bonne chose de le faire comme ça, et puis ça correspond à notre manière de voir les choses. Et là, j'ai été étonné plusieurs fois de voir comme on a des retours positifs par rapport à ça, de sous-traitants, de partenaires qui nous disent « vous êtes correct, il faut gérer les choses correctement, c'est qu'on peut avoir confiance en vous ». Et donc, sur le long terme, c'est certainement une valeur qui a du sens. Alors, mais tout ce qui est
engagement, on accorde beaucoup d'importance. Finalement, le cœur de notre entreprise sont les employés. On a un peu de matériel, mais pas beaucoup de matériel. Ce sont d'abord nos employés et la motivation de nos employés. On accorde beaucoup d'importance à ça. Alors, nous, on est dans un bon contexte pour y arriver, mais on est également dans un contexte de croissance. Et ça, c'est agréable. Pour un employé qui rentre dans notre société, si dans 2 ans, il a envie de changer de fonction, on peut lui proposer une autre fonction. Il y a une telle évolution, une telle rapidité dans notre évolution. On a une croissance les 6 dernières années de 40% en moyenne et on veut poursuivre cette croissance. On va encore doubler notre activité d'ici 2025, qu'il y a du potentiel, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, voilà, ce souci je dirais la satisfaction personnelle, créer de la motivation, créer de l'engagement. Et alors, beaucoup de communication. On a vraiment le souci aussi de communiquer régulièrement l'évolution de la société en toute transparence. Et ça crée, je pense, une adhérence et un engagement fort également. Super. Et alors, est-ce que la raison d'être d'Enerdeal, telle que définie aujourd'hui, est-ce qu'elle est différente de celle qui avait été définie lors de la création de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une évolution là-dedans? Alors, c'est frappant, mais non, elle n'a pas changé. Et c'est très frappant parce qu'il y a eu plusieurs périodes au cours de notre petite histoire. On a démarré en 2009, donc ça fait 12 ans d'existence. Plusieurs périodes où on s'est posé des questions. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas autre chose? Donc, notre motivation de départ, c'était de faire du solaire pour entreprise. Ça, c'était vraiment le cœur de ce qu'on voulait réaliser. Et puis en 2013-2014, on est passé par une très lourde crise au niveau solaire en Belgique. Et on s'est posé la question à ce moment-là de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas autre chose? Quelque chose qui a un peu du sens, mais est-ce qu'on ne ferait pas autre chose? Et c'est l'époque aussi, vraiment une crise importante pour notre société. On a perdu 50% de notre chiffre d'affaires en 2013 en une seule année. On a recruté notre premier administrateur externe qui nous a fort aidé à prendre du recul par rapport à cette situation. Et la conclusion qu'on a tirée à ce moment-là, c'est que non, il fallait qu'on reste focalisé sur notre cœur de métier, pas qu'on essaye de faire 36 choses qui soient à la fin plus cohérentes, mais qu'on reste focalisé sur notre cœur de métier. Et la décision qu'on a prise à l'époque, comme le marché en Belgique à l'époque était mauvais, c'était une question de subsides. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de subsides, donc le climat est beaucoup plus sain, l'environnement est beaucoup plus sain, mais à l'époque, c'était fort dépendant des subsides. On a pris la décision à l'époque d'aller ailleurs qu'en Belgique, de continuer notre activité en Belgique, mais de ne plus devoir nous reposer uniquement sur la Belgique. On a développé notre activité en Afrique à ce moment-là, mais c'était toujours du solaire pour entreprise. Et en Afrique, on a réalisé des grosses centrales au sol avec des batteries pour alimenter des villes. Et finalement, on voit que cette expérience aujourd'hui, elle nous est utile ici en Belgique parce que le développement des batteries combiné avec du solaire est en plein essor. Et c'est quelque chose qui va connaître beaucoup de succès dans les années qui viennent. Et donc, ça nous a permis de prendre de l'avance par rapport à ça. Donc ça, ça nous a servi de phare, quelque part de guide, et on reste toujours aligné avec ça. Et régulièrement encore, on a développé récemment une solution pour alimenter des voitures électriques de manière quasi exclusive avec du solaire, avec un software de gestion, avec une batterie, etc. Et c'est un système qui est en fonctionnement et qui marche très bien, qui permet de rouler à 80-90% avec du solaire. Mais on a reçu beaucoup de demandes de clients qui nous demandaient, tiens, vous ne pourriez pas nous installer ce système, mais sans la centrale solaire. Et on a dû refuser ça également, de dire non. Notre cœur de métier, c'est le solaire. Et donc, ça reste vraiment notre valeur clé. Et donc, ça n'a pas changé. Depuis 2009, ça n'a pas changé. Bien, bien. Et alors, je pense que vous avez déjà touché un tout petit peu à ça, mais je voudrais savoir aussi si cette raison d'être vous permet de vous distinguer de vos concurrents. Et aussi de nouer des partenariats privilégiés. Je pense que vous avez des accords privilégiés avec InBewe, je pense, et avec BOE Invest. Est-ce que ça aide d'avoir une raison d'être vraiment claire et durable? Oui, je pense certainement. Notre raison d'être, c'est d'avoir l'impact maximum. C'est vraiment ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir l'impact maximum. Et ce but nous a conduit à la conclusion que bien souvent, on allait aller plus vite en partenariat avec d'autres acteurs que tout seul.
hein, et donc de partager, hein, plutôt que de faire tout seul, de partager pour aller plus vite. Et ça, on l'a mis en œuvre plusieurs fois. Et tu citais l'exemple avec INBW et avec InvestBW dans le Brabant wallon, qui est un excellent exemple. On a lancé ensemble une société commune pour développer des projets solaires pour les entreprises et qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite, de développer aussi un type de projet, des plus grands projets qu'on aurait eu beaucoup de mal à réaliser ailleurs. On est en train de dupliquer ça sur une autre province également, parce qu'on croit très fort à ce modèle. Au Luxembourg, on s'est associé avec un fournisseur d'énergie qui nous permet aussi d'avoir un accès au réseau. Et puis récemment, pour notre solution de Solar Mobility, on s'est associé avec un fournisseur de software. Donc oui, quelque part, le but, c'est d'avoir l'impact maximum. Et donc, les partenariats trouvent tout à fait leur place là-dedans. Oui, et ça cadre aussi avec la nécessité d'avoir une vue collaborative, hein, pour pouvoir, comme tu l'as dit très bien, aborder les grands enjeux environnementaux, mais aussi de société qui doivent être relevés. Hein. Absolument, absolument. Alors, on va peut-être passer au deuxième volet, hein, qui concerne les enjeux climatiques. On a déjà un peu évoqué ce cap important de 2030. Mais dans le dernier volet de son rapport qui a été publié le 4 avril, je pense, le GIEC va encore plus loin et souligne l'absolue nécessité de plafonner les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, donc d'ici 3 ans. Sans quoi les objectifs, hein, de 2030 et de 2050 en matière de décarbonation et donc de limitation de hausse de la température ne pourront probablement jamais être atteints. La bonne nouvelle dans ce rapport, c'est que il existe aujourd'hui des solutions efficaces et financièrement abordables, hein, que ce soit au niveau solaire, mais aussi au niveau hydraulique ou éolien. Donc, en d'autres termes, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas passer à l'action. Or, la plupart des entreprises restent quand même souvent encore à la traîne. Alors, d'où ma question: comment davantage sensibiliser les entreprises, accélérer leur décarbonation, et quels sont les arguments qu'Enerdeal met en avant lorsqu'il s'agit de convaincre un client potentiel? Alors, est-ce que c'est la maîtrise des coûts, donc l'impact financier, préservation de la marge bénéficiaire? C'est plutôt l'image durable de l'entreprise, ou c'est encore, par exemple, la survie des générations futures? Je pense que tous ces éléments ont du sens. Alors, oui, les enjeux sont gigantesques, hein. Quand on voit l'échelle de temps à laquelle il faut obtenir ces différents changements, c'est extrêmement court, hein. Et c'est Ursula von der Leyen qui le répétait encore récemment, hein, la prochaine décennie will be the make or break decade. C'est maintenant ou jamais, hein. On a 10 ans pour y arriver, mais 10 ans, c'est extrêmement court. Donc, alors, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on traverse des crises, et les crises sont souvent des opportunités de changement, hein. Des changements qu'on n'aurait sans doute pas menés si les choses s'étaient passées de manière habituelle. Et on le voit, hein, la crise du Covid a fait réfléchir tout le monde, et puis finalement, le Covid s'est terminé, tout le monde a repris ses habitudes et la consommation a repris de plus belle. Et puis, on a eu la crise de l'Ukraine, la crise avec la Russie maintenant. Moi, je suis convaincu qu'il faut saisir ces crises comme des opportunités de changement, comme des accélérateurs de changement, et il ne faut pas essayer de continuer à faire comme on faisait avant. Et l'exemple de la Russie est vraiment très frappant, hein. On a ce problème de pétrole russe. Maintenant, on veut s'affranchir à juste titre du pétrole, du charbon russe, et puis à terme du gaz russe. Si la seule stratégie à ce niveau-là, c'est d'aller acheter les mêmes quantités d'hydrocarbures à d'autres pays, on n'a pas progressé, quoi. Il faut saisir cette opportunité maintenant pour changer et décarboner la société. Et c'est maintenant ou jamais, hein, parce que l'horizon de temps est tellement court pour y arriver que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et d'où vient cette résistance alors chez la plupart des entreprises? Certes, elles commencent à changer un peu de vue à ce niveau-là, mais il y a quand même toujours une assez forte résistance à s'engager dans la transition énergétique. Est-ce que c'est plutôt au niveau du board que ça se situe, ou au niveau du management? Et quelle est la principale raison? Est-ce que c'est le coût d'investissement qui freine un peu de passer le cap? Est-ce que c'est la méconnaissance ou la minimisation, hein, des enjeux environnementaux? Ou est-ce que les entreprises sont encore trop souvent
préoccupés par des urgences à très court terme. Oui, hein, ces différents éléments jouent. Je pense il y a tout de même une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience forte qui est en train de se faire au niveau des décideurs, au niveau des conseils d'administration. Il y a une pression qui devient de plus en plus forte aussi, hein, que ce soit au niveau des investisseurs, du cours de bourse, simplement d'une action. Je veux dire, si on n'affiche pas des valeurs durables aujourd'hui, l'impact sur le cours de bourse est conséquent. On voit bien, les investisseurs cherchent tous aujourd'hui à investir dans des investissements durables. Donc, cette pression-là est importante. Il y a la pression des clients, il y a la pression des banques. Je suis très étonné quand je discute avec des banquiers qui me disent d'ici quelques années, des sociétés qui ne s'engagent pas de manière résolue dans des actions de durabilité, à se profiler vraiment de manière durable, nous ne leur accorderons plus de crédit ou bien des conditions vraiment très défavorables. Donc, il y a ces différentes pressions. Il y a la pression des employés aussi. Hein. Un employé aujourd'hui, un jeune qui sort de l'école est très exigeant et va choisir sa société en fonction des valeurs de la société. Une société qui ne reflète pas des valeurs durables va avoir plus de mal à engager. Donc, il y a ces différentes pressions qui sont là et qui ont un impact. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a un changement au niveau de la manière de regarder ce type de projet de la part des décideurs. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas plus vite jusqu'à peu de temps, hein, je dirais jusqu'à 6 mois finalement, avant l'explosion de ces coûts d'électricité, l'impact financier d'un projet solaire était relativement limité. Hein. On pouvait gagner un peu d'argent, on pouvait verdir sa consommation, mais avec un impact financier limité. Et par contre, un engagement long terme, hein, une centrale solaire, ça a une durée de vie de 25-30 ans. Donc, lorsqu'on prend cette décision, c'est une durée pour du long terme. Donc, c'était un frein, je pense, à la fois le peu d'impact financier, à la fois l'engagement longue durée, qui faisait que finalement, bien souvent, ça passait en seconde priorité. Alors maintenant, avec la crise, tout a changé. Hein. L'électricité est devenue extrêmement chère, a doublé, a triplé, parfois plus encore pour certains clients. Et en une fois, ça devient une priorité. Et ce qui est très frappant aussi, c'est le côté paradoxal d'un investissement dans du solaire. Dans du solaire, vous payez tout le premier jour et puis après, c'est gratuit. Et donc, une fois que l'investissement initial est amorti, vous bâtissez un avantage concurrentiel pour le futur. Vous avez de l'énergie gratuite qui sera assurée pendant encore 20-25 ans. Et on en touchait un mot avant de commencer ce débat. La réglementation va aussi pousser les entreprises à accélérer leur transition vers des énergies plus renouvelables, hein, comme le récent décret, je pense, qui a été voté en Flandre. Alors, tu penses que ça va se généraliser? C'est quelque chose qu'on va voir également en Wallonie, à Bruxelles? Je pense que si on veut atteindre nos objectifs, il faut aller beaucoup plus vite que ce qu'on a fait les dernières années. Donc, ça a sa place. Alors, c'est mieux d'avoir une motivation plus positive que négative, mais on voit qu'en Flandre, ça a très bien marché. Dans le marché résidentiel, il y a une obligation maintenant de prendre un certain nombre de mesures, dont le solaire, qui a créé une explosion du marché en Flandre au niveau B2C. Alors, au niveau B2B, c'est en train d'arriver. Je suis convaincu que ça va se généraliser à l'échelle du pays complet. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui a du sens. Alors, quelle solution, quelle réponse Enerdeal a apporté pour encore mieux répondre aux préoccupations, aux besoins réels des entreprises? Je pense par exemple à Solar as a Service. Donc, c'est cette façon d'intégrer, de proposer une solution intégrée. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui nous a fort frappé quand on a démarré notre entreprise il y a un peu plus de 10 ans. C'est qu'on pouvait parfois venir avec des business cases aussi intéressants qu'on le veuille, avec des retours sur investissement qui parfois étaient inférieurs, tournaient autour des 3-4 ans. Le client n'était pas intéressé. Ce n'était pas son core business, il ne voulait pas investir là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve c'est respectable. Hein. Quelque part, il faut mettre ses ressources humaines et financières dans son activité, dans ce en quoi on est bon.
Et donc, il y avait cet aspect-là, hein, le fait de devoir investir un montant malgré tout important dans une centrale solaire qui ne faisait pas du tout partie de l'activité de nos clients. Alors, on est venu, pour apporter une réponse à ça, on est venu avec cette solution de location. Location, maintenance, tout service compris de la centrale solaire, qui permet de décharger complètement nos clients d'abord de toute charge financière, mais également de toute charge en ressources humaines. Hein. On prend l'ensemble des activités pendant toute la durée de vie de la centrale. Il y a des clients qui nous demandent, c'est souvent 10 ans, mais de plus en plus des clients nous demandent de faire ça 15 ans. On a des clients qui nous ont demandé de faire des contrats sur 20 ans, où on prend la totalité en charge et on loue la centrale pour un prix nettement inférieur à l'économie qui est réalisée par le client grâce à la production solaire. Donc, le client gagne dès le premier jour, il n'a pas de soucis ou de charges supplémentaires. Et on est convaincu que c'est une solution qui répond en tout cas à ce focus sur le core business qu'on comprend parfaitement. Oui. Alors, je reviens un peu au rapport du GIEC qui a vraiment aussi souligné que les pays en développement seront les plus touchés par le dérèglement climatique, alors que ce sont les pays développés qui sont en fait responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Tu en as déjà touché un mot. Vous avez développé des solutions pour l'Afrique, par exemple. Comment vois-tu la possibilité pour ces pays-là, via des solutions solaires ou autres énergies renouvelables, de quand même s'engager dans une certaine croissance économique sans être pénalisés? L'Afrique, c'est vraiment crucial comme enjeu. Moi, je connais bien, j'y vais très souvent. D'abord, en Afrique, 80% de l'énergie, ou plus peut-être 90% de l'électricité est produite par des groupes diesel. Hein. C'est vraiment quasi exclusivement ça. Alors, un peu d'hydraulique, là, on peut le faire, mais ce sont surtout les groupes diesel. Donc ça, c'est une première dimension. Un groupe diesel qui coûte très cher, qui pollue énormément. Deuxième dimension, c'est qu'en Afrique, contrairement à nos pays, l'électricité est rare. Hein. C'est vraiment, lorsqu'on apporte de l'électricité, on apporte quelque part un bien-être économique, des possibilités de développement, on apporte vraiment une valeur ajoutée supplémentaire. Donc, la combinaison de ces deux analyses nous avait fait dire en 2015-2016 qu'il y avait énormément de sens à développer des activités là. Et on l'a fait. Hein. On a développé plusieurs centrales en Afrique. On a développé une grosse centrale qui alimente toute une ville de 20 000 habitants au Congo avec solaire plus batterie. Nous sommes occupés pour l'instant à Madagascar à équiper 5 villes avec chaque fois les solutions solaire, batterie, également groupe diesel parce que voilà, il faut alimenter aussi les consommateurs pendant la nuit et on ne peut pas tout faire avec des batteries. Donc voilà, ça a beaucoup de sens. Hein, ça permet d'avoir un impact fort au niveau financier, au niveau social, au niveau économique. Mais ce sont des projets très compliqués. Hein. Ce sont des projets vraiment très compliqués. L'Afrique est un continent très compliqué pour réaliser des activités. On y arrive, mais ça prend un temps fou, ça demande énormément d'énergie. Et il faut apporter le financement, toujours. Hein. Il faut apporter le financement. Sinon, ce type de projet n'est pas réalisable. En Afrique, on va quasi toujours faire le choix sur base du coût initial. Et si un petit groupe électrogène coûte moins cher qu'une centrale solaire, on prendra le petit groupe électrogène, même s'il coûte beaucoup plus cher dans la durée. Donc, il y a un potentiel énorme, mais beaucoup de difficultés. Hein. C'est pas du tout, malgré l'aspect évident que ce genre de modèle a, c'est pas facile à déployer. Ok. Alors, nous vivons également une transformation digitale sans précédent, qui sont autant de défis que d'opportunités. Alors, quel rôle l'intelligence artificielle et la digitalisation peuvent-ils, selon toi, jouer dans la transition durable et comment Enerdeal les intègre dans son offre de produits et de services? Ça, c'est vraiment une dimension intéressante à laquelle nous croyons fortement depuis plusieurs années. Le fait que de rajouter une couche d'intelligence, une couche software de gestion des flux d'énergie permet d'augmenter fortement la valeur des solutions que nous apportons. Alors, tant qu'on n'avait qu'une centrale solaire, oui, il y a moyen de faire certaines choses, mais ça reste limité. Une fois qu'on conjugue différents éléments, qu'on conjugue une centrale solaire avec des bornes de recharge, qu'on conjugue une centrale solaire avec une batterie, là, il y a énormément de possibilités qui apparaissent. Je prends un exemple, le système de recharge solaire que nous avons développé, quelqu'un vient avec sa voiture électrique le matin, il vient se garer à 8 heures du matin
il va se charger, il n'y a pas de soleil à ce moment-là, ou peu, il va se charger sur le réseau. À midi, quand il y aura une pleine production, sa batterie sera chargée et on ne pourra plus rien consommer. Si on gère ça de manière intelligente, on va d'abord pouvoir lui poser la question, jusqu'à quelle heure reste-t-il parqué? Et puis en fonction de ça, on va pouvoir retarder la charge pendant les périodes de faible ensoleillement et puis l'augmenter progressivement quand il y aura plus d'énergie solaire disponible. Et grâce à ça, on change de manière fondamentale le bénéfice du système avec un coût software qui n'est pas très élevé. Et donc, on est convaincu que cette couche software, elle a énormément de sens. Et l'exemple de voitures électriques et des batteries est extrêmement parlant. Et le développement des batteries, on est juste au début. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va apporter une réponse forte aux gros inconvénients des énergies renouvelables, qui est leur fluctuation. Et le stockage. Oui, absolument, le stockage. Mais le stockage, il faut le gérer de manière intelligente aussi. Hein. On doit stocker à certains moments, au bon moment, et puis on va devoir injecter de l'énergie sur le réseau au bon moment aussi. Hein. Et donc, il y a énormément de valeur. Au niveau de la société, de manière globale, hein, il faut réaliser, en Belgique, il y a beaucoup de centrales qui s'appellent des centrales de pointe, qui fonctionnent quelques heures par jour, qui sont juste là pour couvrir la pointe du matin et la pointe du soir. Avec des batteries, on fait aussi bien. Avec des batteries et l'énergie solaire, on fait aussi bien. Et on a un véritable modèle économique qui n'est pas encore tout à fait déployable aujourd'hui, hein, mais les choses se mettent en place. Mais il faudrait vraiment qu'on ait l'environnement régulatoire en place pour permettre de développer ce type de solution. Et là, de notre côté, on est dans les starting blocks pour faire ça, parce qu'on est convaincu que ce sont des solutions d'avenir. Passionnant tout ça. Alors, on va peut-être passer au dernier sujet de notre débat, la gouvernance. Et tu en as déjà touché un mot. Enerdil dispose d'un conseil d'administration. Vous avez très vite intégré, je pense, un administrateur indépendant. Ça vous a été bénéfique en 2013, si ma mémoire est bonne. Alors, quelle a été l'évolution de la structure de gouvernance depuis la création d'Enerdil? Alors, au début, on était entre fondateurs. Hein, donc, c'était très simple avec les différentes casquettes, actionnaire, administrateur, gestionnaire, et puis encore toutes les autres casquettes au début de la vie de notre société. Et puis, on s'est rendu compte rapidement qu'il fallait séparer ces différents niveaux pour être efficace, et également qu'avoir un avis indépendant pouvait avoir beaucoup de valeur. Et ça, on s'en est rendu compte. Et de nouveau, quand je disais que les crises étaient des accélérateurs de changement, nous, on s'est rendu compte de ça pendant la crise en 2013-2014. On a fait appel à un administrateur externe, un serial entrepreneur, vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de bouteilles, beaucoup de compétences au niveau gestion de société, et qui nous a aidé à prendre du recul par rapport à notre situation, à regarder les choses autrement, à avoir les bons réflexes. Et ça nous a aidé d'une manière absolument énorme. Et plus récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles dans les différents aspects qu'on couvrait. Hein. On est plutôt une société d'ingénieurs, donc au niveau communication, on n'était pas excellent, et on a fait appel à un administrateur externe qui nous a rejoint, qui nous apporte cette expertise. Et puis un troisième administrateur externe qui nous a rejoint début d'année et qui vient également avec son expertise et son réseau. Et l'apport qu'on a à ce niveau-là est considérable. Hein. Je suis absolument convaincu que sans l'apport de ces administrateurs externes, on n'aurait jamais connu la croissance qu'on a connue. Et le fonctionnement du conseil d'administration, il a été impacté par les crises récentes. Donc, il y a eu le Covid, mais comme tu l'as dit, il y a les tensions géopolitiques, il y a peut-être aussi une pénurie qui s'annonce au niveau des matières premières. Est-ce que le CA se rencontre plus souvent, ou est-ce que le fonctionnement a été impacté, en tout cas, par ces situations compliquées pour tout le monde? Alors, on a un rythme de conseil tous les trimestres, et quelque part, on ne l'a pas modifié parce qu'il est suffisant, hein, et on peut avoir des échanges entre les conseils. Par contre, ce qu'on a changé, c'est la surveillance de nos activités. Le nombre d'habitude, on fait 2-3 reforecasts par an, où on revalide complètement nos résultats à fin d'année. Pendant la période de Covid, on s'est posé beaucoup de questions au début 2020, par rapport à l'évolution que notre activité allait connaître. On en a fait 5, je pense, sur une année, pour avoir chaque fois les bons chiffres, pour prendre les bonnes décisions. Donc, à ce niveau-là, oui, on a adapté notre structure.
On a également mis en place, au début de la crise du Covid, beaucoup de mesures d'économie, hein, parce qu'on ne savait pas du tout vers où on allait. Et donc, là, on a joué, c'est une chose qu'on a fait en accord complet avec notre conseil. Et alors, par contre, dans l'environnement actuel, notre prévision, c'est que notre activité va se développer très fortement, hein, va vraiment très fortement augmenter. Et donc, nous sommes en train de recruter et d'investir très fort pour faire face à cette croissance qu'on prévoit. Et chaque fois, ce sont des décisions qu'on fait avec le conseil. Mais la fréquence n'a pas changé. On a un conseil par trimestre. Alors, Enerdil s'est récemment adressé à Guberna pour faire un scan de sa gouvernance. Pourquoi est-il si important de s'arrêter un moment, de faire une évaluation et de faire évoluer le CA? Tu as déjà partiellement touché disons, aux avantages, hein, d'être agile, mais voilà, je ne pense qu'on ne pense pas toujours à cet arrêt, à ce point d'évaluation du CA. Absolument. Et notre société est en transformation continue, hein, parce que voilà, on veut doubler d'ici 2025. Doubler, ça implique énormément de choses. Ça implique beaucoup de modifications dans nos process, dans nos outils, dans notre structure, dans notre organisation. Il faut créer une couche de middle management que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et donc, ces différents aspects-là, on peut les faire tout seul, hein, mais on va un peu réinventer le chose, et on peut aussi faire appel à des experts qui ont déjà vécu ça plusieurs fois et qui vont nous aider à prendre directement les bonnes décisions. Donc oui, le scan de la gouvernance, moi je l'ai trouvé très intéressant, cette prise de recul, cette vue différente de notre réalité, avec une expertise, avec une expérience dans d'autres contextes similaires, elle a énormément de valeur. Et surtout dans un contexte comme le nôtre, où à la fois notre société change, mais notre environnement change très rapidement aussi, ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Chaque année est différente, hein. On doit vraiment prendre des bonnes décisions à chaque moment, et le conseil nous apporte beaucoup à ce niveau-là. Et on veut continuer à le faire évoluer. On a aussi des pistes pour continuer à renforcer encore notre conseil pour apporter deux types d'expertise. Si je comprends bien, l'administrateur indépendant qui vous avait rejoint en 2013 est toujours là? Il est toujours là. Il est toujours là. Il est devenu également partiellement actionnaire au passage. Donc, il n'est plus tout à fait indépendant, hein, mais en tout cas, il n'est pas dans le management de la société. Il a vraiment un rôle d'administrateur et de conseiller. Il est toujours là. Il nous a apporté, il continue à nous apporter beaucoup de valeur. Est-ce que c'est compliqué de trouver des bons administrateurs indépendants? Comment vous faites, en fait? Parce que, voilà, on a son réseau probablement, mais comment vous... Alors, compliqué, oui, certainement. Moi, je dirais, de notre côté, on avait notre réseau, on a eu de la chance, hein. Uniquement compter sur le réseau et sur la chance, c'est parfois pas suffisant. C'est pour ça qu'on avait pris contact avec Guberna, avec également la volonté de continuer à développer et à renforcer notre CA et de le faire de manière plus systématique, avec aussi avec une approche plus large et quelque part en contactant un réseau justement qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc voilà, nous, ça a été le réseau et la chance, hein. Donc on a eu de la chance parce qu'on a attiré, on a vraiment attiré des bonnes personnes qui nous ont apporté beaucoup de valeur, mais je ne pense pas que ce soit duplicable pour tout le monde, hein. Je crois qu'il y a d'autres approches plus sûres que celle-là pour avancer. Et de nouveau, je pense que la raison d'être d'Enerdil est certainement aussi favorable à attirer des candidats, puisqu'on s'engage, que ce soit les collaborateurs, mais aussi les administrateurs, sont quand même plus motivés de rentrer dans une entreprise qui participe de façon positive à ces grands enjeux qui nous attendent. Oui, je pense que... Dans certains secteurs. Oui, absolument. Je pense que les gens qui nous ont joints sont motivés par ces mêmes valeurs et que c'est ça qui les pousse. Voilà, je pense que c'est certainement des valeurs qui se rejoignent et qui ont permis que la collaboration se passe aussi bien. Alors, on en a déjà touché un mot aussi à la gouvernance, elle évolue aussi. La réglementation qui touche la gouvernance évolue également.
Donc en Belgique, on a le code 2020 voilà, qui parle de cette création de valeur durable, donc de la responsabilité de l'administrateur à veiller à réaliser cette création de valeur durable et donc à anticiper hein, les enjeux qui nous attendent. Il y a aussi la réglementation européenne qui arrive. Hein. Il y en a, par exemple, celle qui concerne la due diligence des administrateurs. Donc, ça devient assez compliqué. La responsabilité des administrateurs s'accroît. Et donc, quels sont les défis en la matière pour une société comme Enerdeal? C'est une problématique qui n'est pas facile à gérer pour une PME parce qu'on est en ressources limitées. Et donc, pendant nos premières années, on a géré ça nous-mêmes et de manière, je dirais, pas nécessairement idéale. Et puis, sur recommandation de notre conseil, on a créé cette fonction. On a créé une fonction Legal Risk and Insurance. Donc, on a vraiment une personne dans la société qui prend cette tâche-là à bras-le-corps avec le support d'experts externes quand c'est nécessaire, mais qui nous aide à gérer ça aux différents aspects de notre société, que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau des exigences de la réglementation. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Et puis, en parallèle à ça, on a aussi pris l'initiative de nous lancer dans des certifications, hein, ISO 9001, ISO 14001. On a voulu se lancer là-dedans également pour accompagner la structuration de nos activités et mettre plus de rigueur dans tout ce qu'on réalisait. Et c'est un processus qui est déjà terminé ou c'est en cours, les certifications? Voilà, on l'a fait l'année passée, donc c'est terminé, mais c'est un processus continu et on a des nouvelles certifications chaque année. Et ça impose un certain nombre de démarches qu'on a intégrées avec l'évolution de nos outils, l'évolution de nos process. On a voulu en faire quelque chose d'utile, hein, pas uniquement une certification qu'on pouvait afficher voilà, en entrant dans notre bâtiment, mais plutôt d'en faire quelque chose d'utile qui supporter hein, les autres transformations qui étaient en cours et effectivement ces outils et ces processus qu'on met en place pour les différentes activités de la société. Bien. Alors, quand on regarde un petit peu vers l'avenir, tu en as déjà touché un mot, il y a des défis, il y a aussi des opportunités. Quels sont, selon toi, les principaux défis pour une entreprise comme Enerdeal? Le fait de grandir si rapidement est un véritable défi. Hein. Quelque part, je dis souvent à notre équipe qu'on se rend la vie difficile. Hein. Si on se contentait d'aller à un rythme plus calme, je pense qu'on aurait tous ici dans la société une vie beaucoup plus simple. Mais on veut, quelque part, avoir cette évolution parce qu'on est convaincu que le marché évolue à cette vitesse-là et que si nous n'évoluons pas à cette vitesse-là, à un moment, on n'aura plus notre place dans ce marché. Donc, on veut vraiment le faire. Et puis, l'autre motivation, c'est d'avoir un impact maximum. Donc, voilà. Mais le fait d'avoir cette croissance rapide, c'est très exigeant. Ça exige d'adapter notre structure, ce dont je parlais tout à l'heure, d'avoir une organisation qui change rapidement avec du middle management qu'on est en train de mettre en place pour l'instant. Et de recruter aussi les bonnes ressources. Le recrutement de bonnes ressources est très difficile aujourd'hui. Et donc, de passer beaucoup de temps et d'énergie à tous ces aspects-là qui sont qui ne sont pas directement liés à du business, à de l'activité, mais qui sont fondamentaux. À ton avis, à quoi est dû le fait d'avoir tant de difficultés à recruter des bonnes personnes? Je pense que c'est lié à la fin du Covid, hein, où pendant 2 ans, beaucoup de sociétés n'ont pas recruté, n'ont pas remplacé les gens qui partaient naturellement à la retraite. Et puis, en une fois, il y a un appel énorme vers les ressources disponibles sur le marché qui ont le choix. Hein. Quand on rencontre des candidats, ils ont souvent 2 ou 3 autres possibilités. Et donc, on est passé dans une démarche de séduction, hein, beaucoup plus que précédemment. Alors, heureusement, on a une activité qui attire un certain nombre de personnes, mais on sent cette difficulté. On sent aussi qu'il y a une pénurie quelque part. Il n'y a pas seulement une pénurie au niveau des approvisionnements, il y a une pénurie au niveau des ressources, hein, des ressources humaines. Et donc, cette pénurie, elle est
typique pour tous les secteurs ou est-ce qu'elle touche particulièrement les secteurs qui sont en forte croissance, j'imagine? Je pense elle touche certainement les secteurs en forte croissance. Je pense qu'elle touche tous les secteurs. Hein. Je pense qu'elle touche tous les secteurs et peut-être encore plus les secteurs qui ont moins d'attrait. Donc, oui, c'est un vrai point d'attention qui demande de l'anticipation. Hein. Donc, je trouve le temps que nous mettons aussi pour recruter des ressources a fortement augmenté. Ça demande plus d'anticipation. Ça veut dire que les démarches, il faut les lancer bien plus en avant et être plus proactif et moins réactif à ce niveau-là. Et alors, au niveau de, voilà, quels seraient tes conseils et tes astuces aux entrepreneurs qui veulent vraiment s'engager dans plus de durabilité? Comment commencer? Parce que c'est toujours un petit peu le problème. Hein, on se rend compte qu'il faut y aller. Hein. Il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que ce soit au niveau du board ou que ce soit au niveau du management, il y a une réelle prise de conscience que voilà, c'est urgent, il faut s'y mettre. Et après, il y a un gap entre l'action et la mise en route de changement. Alors, le changement est toujours peut-être un peu compliqué, mais quels seraient tes conseils en la matière? Parce que j'imagine que tu vois quand même autour de toi des entreprises qui hésitent quand même aussi à s'engager. Alors, je peux simplement peut-être mettre en avant ce qui a bien fonctionné pour nous, hein, sans que ce soit nécessairement duplicable dans tous les secteurs. Nous avons eu la volonté dès le début de réaliser notre croissance nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas été sur le marché chercher de l'argent. Hein. On a vraiment voulu réaliser notre croissance, notre développement avec nos propres fonds. On a mis un peu d'argent, chaque actionnaire au début, et puis surtout, on a réalisé de l'activité. On a commencé à vendre des projets très rapidement. Hein. C'était d'aller rapidement sur le marché avec une offre, peut-être pas encore tout à fait parfaite, mais en tout cas viable, et qui permettait de commencer et de se frotter au marché et quelque part de pouvoir améliorer directement notre démarche. Ça, on a fait d'une part, donc rapidement venir avec un produit commercialisable, hein, plutôt que d'essayer de le développer pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis de le mettre sur le marché. Ça, c'est une première chose. Et puis, de notre côté, on n'a jamais voulu s'endetter. Hein. On a vraiment tout fait sur fonds propres. On a réinvesti depuis 12 ans maintenant l'ensemble des bénéfices de la société dans notre croissance, mais nous avons 0 dette. Et au début du Covid, quand on ne savait pas très bien vers où on allait, ça nous a donné un confort moral énorme. Hein. Moi, je dormais très bien parce que je savais bien que même si notre activité diminuait, on avait très peu de charges auxquelles on devait faire face, hormis les charges de ressources humaines, mais que c'était tenable et qu'on pouvait tenir pendant pas mal de temps comme ça. Donc ça, ce serait mon conseil. Hein. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui, lorsqu'ils veulent lancer une société, vont commencer par aller à la chasse au capital, la chasse au capitaux, la chasse aux subsides. Moi, je pousserais plutôt pour le faire de manière plus douce et de ne pas s'endetter, de ne pas se diluer trop rapidement. D'autant plus que ce n'est pas le core business, comme tu l'as dit, des entreprises qui s'engagent, mais on voit quand même qu'il y aura un impact très fort, hein, cette année-ci sur les résultats des entreprises. Oui. Vont quand même être fortement impactés par cette facture énergétique qui n'était pas prévue et qui sera très lourde, qui peut à un moment donné même entraver le business plan de l'entreprise. Absolument, hein. L'impact est très fort et l'impact est inattendu. Je pense que personne ne s'attendait à avoir une évolution aussi rapide que celle-là. Donc, les entreprises n'ont pas vraiment pu se préparer à ça. L'impact est important. De nouveau, en fonction de la taille et de la consommation de l'entreprise, les réponses sont différentes. Simplement, notre petit message là au milieu, c'est de dire qu'il y a des actions qui sont possibles. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Ce n'est pas la panacée universelle, ça ne va pas apporter les réponses à tous les problèmes, mais il y a moyen de résoudre un certain nombre de problèmes et de venir avec des solutions et de regarder quelque part ces différents défis de manière positive. Donc voilà, c'est ce qui nous motive et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours avec nos clients. Bien. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat. Hein. Je suis en train de voir un petit peu. J'ai une question. Je vais te la lire. Comment faire en sorte que l'énergie solaire remplace réellement les énergies fossiles suite au problème de stockage et au manque de soleil, nuages
ou obscurité. Donc, est-ce que le solaire peut vraiment être une source d'énergie aussi constante et valable que ce que nous connaissons aujourd'hui? Alors, oui, oui, j'en suis convaincu. Hein. Et de nouveau, souvent, quand j'essaye d'imaginer un peu dans quel sens va le marché, j'essaye de me projeter dans très longtemps, pas juste dans 1 an, dans 2 ans, mais j'essaye de me projeter en 2030, en 2050, hein, pour voir comment les choses fonctionneront à ce moment-là. Je pense qu'en 2050, tout fonctionnera à partir de soleil, de vent et un peu d'hydroélectricité, mais l'ensemble de la production d'énergie, ou en tout cas la grande majorité de la production d'énergie sera générée par ces sources-là. Alors, le soleil est fluctuant, hein, c'est très clair. En hiver, il y en a moins, la nuit, il n'y en a pas. L'éolien est une bonne combinaison, parce que souvent, quand il y a peu de solaire, il y a du vent. Donc, je dirais, il y a plusieurs solutions à apporter à ça. La combinaison des différentes sources de production d'énergie est une première solution. Hein. On voit que quand il n'y a pas de vent à un endroit, souvent à un autre endroit d'Europe, il y en a. Donc, en ouvrant quelque part les réseaux et en multipliant les sources d'approvisionnement, en multipliant à la fois en combinant le solaire et l'éolien, on apporte une réponse partielle à ça. Mais surtout, le stockage à court terme et le stockage à long terme va devoir se déployer de manière massive. Alors, les batteries, pour l'instant, les batteries qui se déploient de manière massive, ce sont les batteries de voitures. Hein. Chaque voiture, c'est un stockage d'énergie. Et on le voit ici, on charge nos voitures quand il y a du soleil. Et puis après, on peut rouler avec cette énergie-là. Et ça permet de remplacer, rien qu'à l'échelle de notre société, on est en train de faire passer, je veux juste citer l'exemple, hein, on est en train de faire passer, on a déjà l'ensemble de nos employés en voiture électrique. On a fait passer une grosse quinzaine de voitures en voiture électrique pour l'instant. On économise 40 000 litres de diesel par an. L'impact est énorme. Et si on multiplie ça par 2 euros, ça veut dire 80 000 euros qui sont économisés chaque année et qui d'ici, avec un retour sur investissement, notre installation qui est atteint en moins de 3 ans, donc d'ici 3 ans, on roulera gratuitement. Donc, c'est possible. Hein. Pour ce genre de solution, c'est possible. Stockage à plus long terme, ça, c'est une autre problématique. Il y a beaucoup de développements, en particulier soutenus par l'Europe, pour la filière hydrogène, qui doit apporter une réponse à cette problématique-là. Hein. Si on déploie des capacités de production à grande échelle, solaire, éolien, et qu'on a la possibilité de stocker cette énergie dans de l'hydrogène qu'on peut utiliser après 6 mois plus tard, hein, si on la produit en été pour l'utiliser en hiver, là, on aura la réponse. Donc, c'est l'ensemble de ces solutions-là qui vont devoir se déployer, et ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais qui vont permettre à terme de répondre à ça. J'avais fait, juste peut-être pour compléter, j'avais fait le calcul pour la Belgique pour couvrir la consommation belge d'électricité. Il suffirait d'avoir un carré de 30 km de côté. Bon, 30 km, c'est grand, mais ce n'est pas très grand. Hein, et ça permettait de couvrir la totalité de la consommation annuelle de la Belgique. Pas de manière instantanée, mais en moyenne sur l'année. Voilà. Donc, ce n'est pas infaisable du tout. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. La technologie existe aujourd'hui. Hein. Les batteries, ça existe. Le solaire, ça existe. L'éolien, ça existe. Il faut le déployer. Bien. J'ai encore une autre question très intéressante et je remercie Arnaud pour sa question. Ça concerne en fait l'impact environnemental. Donc, on sait que les grandes entreprises et dans un second temps aussi les plus petites entreprises vont devoir faire un reporting très strict concernant leur empreinte carbone, entre autres, et que cette empreinte carbone, elle couvre en fait 3 sources de carbone. Il y a scope 1, scope 2, scope 3. Donc, scope 3, c'est vraiment ce qui concerne l'impact tout au long de la chaîne de valeur. Et donc, la question ici concerne vraiment l'impact carbone d'une entreprise qui installe une centrale solaire et qui donc, dans son scope 1 ou son scope 2, va probablement avoir un bilan carbone très positif. Mais dans le scope 3, donc l'impact environnemental de la fabrication de ces batteries sur place, de l'extraction des minerais pour les fabriquer, ça reste assez polluant. Alors, il y a des solutions, hein, et Arnaud cite le recyclage des batteries dans le futur. Quelle est ta vision là-dessus?
Moi, je pense que ce sont des bonnes questions. Hein. Il faut regarder ça. C'est sûr que ça n'a pas de sens d'aller mettre en place une solution qui, ailleurs, va créer autant de pollution que ce qu'on a économisé. Il y a des études très sérieuses qui sont réalisées là-dessus pour l'impact carbone de la production d'un panneau photovoltaïque. On se rend compte on parvient à récupérer cet impact en 1 an et demi quelque part de production, et puis par la suite, c'est uniquement un effet bénéfique que l'on a. Pour les batteries, on a le même type d'études qui sont disponibles et qui permettent de mesurer l'impact carbone complet. Et alors, le recyclage en fin de vie est indispensable aussi pour quelque part boucler la boucle. Il y a des sociétés spécialisées dans ces calculs qui vont se baser sur ces études très, très détaillées et très sérieuses pour calculer l'impact complet, l'impact carbone complet d'un projet particulier, en prenant en compte justement ces différents éléments. Il y a aussi l'économie circulaire qui peut aussi apporter des solutions. Oui, déjà dès le départ, penser à une vie future de tous les éléments qu'on... Oui, c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable avec l'impact que ça et puis la taille que les installations vont avoir dans les années qui viennent, que ce soit en solaire, que ce soit au niveau des batteries, hein, toutes les batteries des voitures. Il faut absolument prévoir cet aspect du recyclage, mais c'est en cours. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de se profiler pour réaliser ce recyclage. Et ce recyclage peut se passer en plusieurs étapes. Hein. On peut avoir une batterie de voiture qui devient trop peu performante pour alimenter une voiture qui peut être utilisée en batterie stationnaire. Et puis, une fois qu'elle sera trop peu performante pour son rôle de batterie stationnaire, à ce moment-là, on peut recycler différents éléments. Donc, ces différentes filières sont en train de se mettre en place. Mais c'est tout récent, hein, les voitures électriques. Quelque part, des voitures électriques un peu sérieuses, ça existe depuis 10 ans sur le marché, ce n'est pas très vieux, quoi. Et donc, il faut laisser aussi le temps, je pense, à ces filières de se mettre en place. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va se passer et qu'on sera capable de réaliser le recyclage de ces différents matériaux. Je pense qu'en Belgique, il y a la société Watt Forever, je pense, qui s'occupe, qui est spécialisée dans le recyclage des batteries, je pense. Voilà. Il y a plusieurs sociétés en Belgique et en Europe qui sont en train de se lancer là-dessus. Et les taux de recyclage sont très élevés. Hein. Le taux de recyclage qu'on obtient sur une batterie peut dépasser les 90%. Donc, il y a vraiment des performances tout à fait convenables qui seront atteignables à ce niveau-là. Parfait. Mais voilà, on pourrait comme ça encore continuer à discuter pendant longtemps. Mais on arrive à la fin de ce premier Home of Governance Talk et voilà, il me reste à te remercier très chaleureusement, Grégoire, pour ton témoignage vraiment inspirant et à vous remercier tous, hein, vous les participants, pour votre présence, pour vos questions. On n'a pas su toutes les aborder, mais je vous promets qu'on reviendra vers vous rapidement. On verra ça avec Grégoire. Et puis, je tiens aussi à remercier mon collègue Lennart pour son support précieux dans l'organisation et de ce premier talk. N'oubliez pas de noter le prochain Home of Governance Talk dans votre agenda. Il aura lieu le mardi 14 mai. Et tous les détails seront bientôt disponibles sur notre site web. Merci Grégoire. Avec plaisir, Catherine. Et s'il y a des questions. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bientôt. Au revoir.